Et donc, on refait le Cameroun ce matin, madame, monsieur, sur cette thématique prégnante, sur la problématique du vaccin anti-Covid-19 et l'opportunité de la pharmacopée traditionnelle. La pharmacopée traditionnelle qui a des vertus, cependant, elle hésite à épouser la démarche scientifique. La question est, pourquoi cette réticence à épouser la démarche scientifique? Pourquoi nos experts peinent à nous dire si les vaccins importés sont bons ou pas? Comment assurer l'installation d'une chaîne mixte de production d'actifs végétaux fonctionnels pour la prise en charge des patients infectés du Covid-19? Et donc, on a l'impression que les médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle relèvent plus du charlatanisme. On va en parler ce matin. Nos invités en studio. D'abord vous, docteur Akami Mazarin, vous êtes enseignant au département de biochimie de la faculté des sciences à l'université de Douala, laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire spécialisé physiologie et écologie microbienne. Bonjour à vous. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs d'Equinox Radio ce matin. Voilà, nous serons rejoints par Dr Guikui Sylvie, enseignante également à l'université de Douala, département de biochimie, spécialiste en ingénierie des biomolécules, biochimie des substances volatiles et application des biochimies des substances naturelles. Et le docteur Tazon, il est tradipraticien. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Fopossi. Très enchanté d'être invité ici ce matin pour le débat de ce matin. Voilà, on sait que vous avez été parmi ces Camerounais qui, au déclenchement de cette pandémie au Cameroun, ont annoncé avoir trouvé la solution pour soigner le Covid-19. On tentera de comprendre évidemment les tenants et les aboutissants de ce traitement. Avec nous également, comme chaque matin, Bombok Bengan Kandji. Bonjour à vous. Bonjour monsieur Fopossi Negou, bonjour à nos auteurs et nos invités. D'accord. Donc, je commence avec vous, docteur Akami Mazarin, sur cette problématique du vaccin anti-Covid-19 et l'opportunité de la pharmacopée traditionnelle. On voit très bien qu'il y a un gros débat qui est sur la place publique, sur l'espace public camerounais. C'est qu'il y a un groupe de personnes qui estiment que depuis que la pandémie a commencé, il y a une forme de silence des scientifiques, des personnes comme vous qui traitez au quotidien de ces sujets, mais on ne vous entend pas assez sur ces questions. Donc la question qu'on se pose ce matin, c'est de savoir, est-ce que vous travaillez sur ces questions au quotidien? Bien évidemment, monsieur Eric, vous avez tout à fait raison. En fait, la population est délaissée à elle-même face à un dilemme contre l'utilisation de ce vaccin et surtout depuis la survenue de cette pandémie. Les scientifiques ne sont pas toujours au devant de la scène. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Il y a aussi le non-accompagnement et le non-financement des activités de recherche au niveau des différents laboratoires des universités face à cette pandémie de Covid-19. Mais je crois qu'avec la mise en place des vaccins, il y a encore plusieurs autres interrogations qui sont sur la place publique quant à la crédibilité de ces vaccins, quant à la sécurité de ces vaccins. Voilà pourquoi de se lancer sillage là que le... Oui, alors qu'est-ce que vous dites justement sur cette sécurité du vaccin? Quel est votre avis sur la question? Voilà. Pourquoi il y a tellement d'interrogations et de scepticisme autour de ce vaccin? Parce que, en fait, on sait que d'habitude, les vaccins sont constitués de quoi? Ce sont en fait les germes pathogènes qui ont été atténués, mais qui gardent les pouvoirs immunogènes de telle enseigne que lorsqu'ils se retrouvent à l'intérieur d'un organisme, ça puisse déclencher le système immunitaire. Mais dans le cadre du Covid-19, nous avons un vaccin qui est tout à fait différent, qui est en fait constitué d'un vaccin à ARN messager qu'on injecte dans l'organisme. Et ceci a soulevé beaucoup d'interrogations. Pourquoi ces interrogations? Parce que les essais cliniques, d'aucuns estiment que les essais cliniques n'ont pas été suffisants pour garantir une certaine sécurité et une certaine fiabilité de ces vaccins sur le marché. Voilà pourquoi les débats, les vidéos pullulent dans la place publique et surtout sur les réseaux sociaux, et ceci
a mis dans la population dans un scepticisme qui les ont rendus un peu sceptiques et réticents à l'idée de recevoir ces vaccins-là. Oui, et donc on voit très bien que vous, sur la question, on veut dire, quel est votre... comment vous appréhendez cette question du vaccin anti-Covid, justement? Bien sûr, en fait, l'évolution en fait de la médecine actuelle nous impose en fait l'utilisation de ces vaccins-là. Mais avec le temps, nous allons voir comment ça va évoluer, mais il n'est pas question aujourd'hui de dire à la population de prendre ou de ne pas prendre le vaccin. Mais une chose est claire, la pandémie du Covid-19 est en train de faire des ravages et les scientifiques du monde entier se sont mobilisés. Ceux qui ont beaucoup plus de moyens que nous se sont mobilisés pour mettre en place quelque chose en vue d'endiguer la propagation de cette maladie. Voilà pourquoi vous avez vu dans presque toutes les puissances occidentales, ils ont commencé à développer en Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ils ont commencé à la Russie, ils ont commencé à mettre sur le marché quelque chose qui pourrait au moins commencer à réduire en fait la propagation de cette maladie. Donc, je comprends en fait le scepticisme de la population camerounaise parce qu'il n'y a pas assez de communication autour de ce vaccin-là qui sont mis sur le marché actuellement. Le Cameroun vient de recevoir, comme disait le reportage de votre collègue tout à l'heure, 200 000 doses de Sinopharm, c'est-à-dire le vaccin produit par les Chinois, et l'administration de ces vaccins ont déjà commencé, et je suis sûr qu'avec le temps, avec une communication beaucoup plus accrue autour de ce vaccin-là, la population pourra avoir confiance en ces vaccins et tous ensemble, parce que la lutte contre le Covid-19 est une affaire collective, c'est une lutte collective, c'est pas une lutte réservée seulement aux membres du gouvernement. Et avec le temps, nous espérons véritablement que la population pourra s'enquérir de la situation et accepter ce vaccin-là. Oui, et donc justement... comment peut-on mettre ensemble la problématique du vaccin anti-Covid et l'opportunité de la pharmacopée traditionnelle? Voilà, c'est beaucoup plus l'objectif principal en fait de notre présence ici ce matin, et je serai rejoint, comme tu l'as souligné tout à l'heure, par mon collègue Dr Sylvie. Mais comment mettre ensemble, parce que nous avons constaté que notre pharmacopée traditionnelle n'est pas beaucoup plus valorisée au niveau national. Il n'y a pas une mesure d'accompagnement de cette pharmacopée traditionnelle qui longtemps a constitué une pierre de voûte de la santé de notre population. Avant l'arrivée de la médecine moderne, de la médecine conventionnelle, c'était la pharmacopée traditionnelle, la médecine traditionnelle qui garantissait la santé de notre population. Nos grands-parents nous racontaient souvent, lorsque un enfant tombait malade, il suffit qu'il fasse un tour seulement dans la forêt, il revient avec quelques écorces, avec quelques feuilles, et l'enfant était guéri. Mais cette médecine traditionnelle au Cameroun, beaucoup plus, on ne la ressent pas. C'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment mis sur pied des mesures d'accompagnement pour pouvoir la valoriser davantage. Ce qui fait que en face d'une pandémie comme la Covid-19, comme la médecine conventionnelle tarde à produire les effets, la pharmacopée traditionnelle a déjà montré ses preuves à travers les différents chercheurs, les différents les recherches ont montré déjà leurs preuves sur le contrôle, la maîtrise et la prise en charge des patients face à ce Covid-là. Donc je pense que il est important et opportun aujourd'hui d'aligner à cette médecine conventionnelle-là, à la pharmacopée traditionnelle, pour une action synergique de telle enseigne que l'impact de ce Covid-là puisse être réduit au niveau de la population. Justement, il y a une question sur la démarche scientifique de ces procédés qui sont annoncés ici et là. Oui, tout à fait. Il y a trois points fondamentaux qu'il faut relever au niveau de la réticence aussi de cette médecine traditionnelle. C'est que il y a trois principes fondamentaux qui doivent être atteints. Nous avons le concept de la sécurité, le concept de la qualité et le concept de l'efficacité. Voilà pourquoi la démarche scientifique doit entrer en jeu. Parce que nos tradithérapeutes, généralement, ont beaucoup de difficultés à
à quantifier en fait avec ce problème de dosage. En fonction, nous savons que chaque dose de médicaments s'accompagne avec, c'est en fonction de la taille, en fonction de la masse du patient. Donc, il va falloir donc aligner à cette connaissance de la médecine traditionnelle le concept scientifique pour pouvoir déterminer et la sécurité et l'efficacité et la qualité avant de mettre ça sur le marché. Et ceci dit que le pouvoir public doit véritablement entrer en jeu pour que nous puissions ensemble valoriser cette médecine traditionnelle-là en cas de problème, en cas d'une pandémie comme le Covid-19, qu'on n'attende pas toujours une solution qui va venir d'ailleurs. Il faut une solution endogène, une solution locale pour accompagner un problème local. Voilà, nous avons beaucoup plus de ressources parce que la biodiversité camerounaise est beaucoup plus riche pour pouvoir nous permettre de maîtriser ou bien de contrôler un certain nombre de pathologies à notre niveau. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas dissocier, ne pouvons pas véritablement dissocier la démarche scientifique à la pharmacopée traditionnelle aujourd'hui. Vous dites que vous avez la possibilité, les capacités pour le faire. Bien sûr, dans les laboratoires, j'ai évoqué cela. Au départ, il y a un problème d'accompagnement des mesures parce que nous manquons des moyens, nous le savons. Oui. Voilà, les moyens ne suffisent pas pour pouvoir mener ces recherches scientifiques au bon port, de telle enseigne qu'en fin de compte, que nous puissions avoir des médicaments traditionnels qui sont peut-être recommandés, même au niveau peut-être des pharmacies, parce qu'aujourd'hui, c'est rare que nous entrions dans une pharmacie au Cameroun et trouver que bon voilà, ça c'est une formulation traditionnelle à base de nos plantes, à base de nos ressources. Produire au Cameroun, c'est difficile. Nous voulons arriver à ce niveau-là. Oui. Mais il y a un travail de fond qui doit être fait. Voilà. Docteur Akami Mazarin, il est enseignant à l'université de Douala, au département de biochimie de la Voilà. Bon, moi, spécialité comme biologie moléculaire et cellulaire, c'est en fait tout ce qui se passe au niveau l'interaction avec l'ADN, tout ce qui se passe à partir de l'ADN en fait. Quand on parle de biologie moléculaire, on parle des acides nucléiques, on parle des protéines, donc toutes les molécules en fait au niveau moléculaire qui entrent dans le fonctionnement au département de biochimie, il y a tout un sous-labo qu'on appelle donc laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire. C'est là-bas dont on développe toute cette ingénierie-là pour pouvoir apporter une solution adéquate au niveau moléculaire à certains nombres de pathologies que nous rencontrons sur le... Et justement, on vous dit spécialité physiologie, écologie microbienne. Écologie microbienne, c'est un terme qui, évidemment, semble perdre les gens. Hein. Voilà, en fait, écologie microbienne, pourquoi écologie microbienne? Parce que nous sommes entourés, en fait, notre monde physique est beaucoup plus complexe parce que nous sommes entourés beaucoup plus par les micro-organismes. Voilà, pourquoi écologie microbienne? Pourquoi la physiologie? Parce que nous savons que les microbes influencent de plus en plus notre quotidien. Nous vivons avec les microbes, nous les ingurgitons, nous interagissons avec les microbes. Et ces microbes ont été prouvés, ont été démontrés d'avoir une action beaucoup plus sur la physiologie de notre organisme, sur le métabolisme de certains aliments, sur la nutrition, sur la digestion et surtout sur la réponse immunitaire. Voilà pourquoi il est opportun on a donc jugé opportun, moi personnellement je me suis spécialisé dans cela pour essayer de voir parmi les micro-organismes avec lesquels nous interagissons, qui sont présents dans nos aliments, qui sont présents au niveau de notre tube digestif, lesquels peuvent être beaucoup plus utilisés pour essayer d'apporter une certaine solution, pour contrôler une certaine fonction une fonction métabolique au niveau de notre organisme. Donc, quand on essaie de bien voir, donc l'objectif principal, c'est de voir, d'explorer en fait tous ces micro-organismes-là et de détecter lesquels sont les plus pathogènes, lesquels sont les moins pathogènes, lesquels sont les plus bénéfiques à être utilisés. Voilà pourquoi vous avez entendu certainement parler des concepts des probiotiques qu'on utilise beaucoup plus dans l'industrie laitière, et nous sommes en train de développer cela aussi pour pouvoir en fait
voir dans quelle mesure, quels sont les micro-organismes qu'on peut utiliser, principalement les bactéries, qui peuvent être utilisés comme probiotiques pour booster en fait l'alimentation, la nutrition, la digestion. En tout cas, voilà. Des bactéries qui sont utiles à l'homme, on va dire. Pour parler simplement. Effectivement. Simplement. Et donc c'est dans ce contexte évidemment que le Covid-19 peut aussi susciter des intérêts. Voilà, tout à fait. Tout à fait, parce que nous pensons véritablement que dans cette maillage-là, parce que le Covid est vraiment récent et nous sommes en train d'implémenter beaucoup de pistes de recherche pour pouvoir maîtriser cette pandémie-là. Et nous pensons véritablement que dans la flore bactérienne, dans la flore intestinale bactérienne, il peut y avoir des bactéries qui peuvent véritablement booster le système immunitaire à l'effet de maîtriser davantage en fait et de contrôler davantage l'invasion de ce virus-là dans notre organisme. C'est une lutte en fait microbe-based fight. Quand on dit, c'est en fait un micro-organisme qui lutte contre un autre micro-organisme pour garantir en fait la fonction biologique du corps. C'est un virus, le Covid. Voilà, c'est un virus, micro-organisme, peut-être trouver bactéries, virus en fait. Donc c'est une lutte micro-organisme contre micro-organisme pour pouvoir donc maîtriser la propagation de ce virus. Mais nous pensons véritablement qu'au niveau de notre flore intestinale, il doit y avoir les micro-organismes qui peuvent être utilisés pour contrôler en fait la propagation des virus en fait, à l'instar de Covid-19. Oui, comme le coronavirus. Voilà. Et nous a rejoint dans ce studio docteur Sylvie Kikui avec nous dans ce studio, enseignant, je l'ai dit, à l'université de Douala. Bonjour à vous, docteur. Bonjour. Voilà, merci de rejoindre sur Radio Équinoxe. Je rappelle, vous êtes enseignante au département de biochimie de la faculté des sciences de l'université de Douala. Vous êtes spécialiste en ingénierie des biomolécules, en biochimie des substances volatiles et application et biochimie des substances naturelles. Pour parler simple, ça veut dire quoi tout ça? Merci pour la question. Pour parler simple, j'ai un doctorat en biochimie obtenu à l'université de Yaoundé 1 en co-tutelle avec l'université de Montpellier 2. Alors ma spécialité c'est les substances naturelles. Particulièrement ce que nous avons à partir des végétaux. Ça peut être des extraits aux solvants organiques ou bien des extraits volatiles, comme on connaît le plus souvent des huiles essentielles. Donc je suis spécialisé dans l'ingénierie des petites molécules utiles pour la santé. Et en quoi le Covid-19 peut être un intérêt dans le registre de votre spécialité? Effectivement, la Covid-19 est très intéressant en ce sens où c'est un tout petit virus, entre guillemets, un petit élément, mais qui a une très forte capacité de coloniser nos cellules. Donc, tout ce qui a une forte capacité à coloniser la cellule interfère avec la vie. Donc, la biochimie, donc, c'est la science de ces toutes petites molécules qui influencent la vie. Donc, la Covid-19 nous intéresse particulièrement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire au regard de votre spécialité sur, évidemment, c'est quoi la physiopathologie du Covid-19, c'est ça? D'accord. La physiopathologie de la Covid-19, comment la biochimie intervient? C'est-à-dire, pendant que le virus entre en contact avec nos cellules, il engage un ensemble de mécanismes qui font intervenir des petites molécules, particulièrement des protéines. Alors, quand il utilise ces petites molécules pour coloniser nos cellules, nous, en tant que biochimistes, spécialistes des substances naturelles, la question que nous nous posons, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des substances à partir de notre environnement, particulièrement des plantes. Les plantes peuvent être du monde terrestre, elles peuvent être du monde aquatique. Est-ce que ces petites substances ne pourraient pas interférer avec le développement du virus et par conséquent l'éliminer de l'organisme? Voilà. Et donc c'est où intervient l'opportunité de cette pharmacopée traditionnelle, justement. Oui, on a bien vu que de nombreuses solutions ont été trouvées par des Camerounais. Mais est-ce que c'est pas, on va dire, pour vous, une forme d'échec? Ça aurait pu être vous, au départ, de toutes ces solutions, puisque vous manipulez justement ces substances naturelles au quotidien. Non, pas nécessairement, parce que au niveau du Cameroun, on reconnaît qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent indépendamment, et même au niveau des universités, il y a des solutions qui sont proposées. Nous ne pouvons pas dire qu'on n'a rien fait. Il y a des choses, mais avant de se prononcer, il faut d'abord voir ce que la société propose et pouvoir les accompagner.
Ces solutions, c'est quoi vous nous dites en termes simples ce matin sur Radio Equinox que depuis le déclenchement de cette pandémie au Cameroun, vous les biochimistes, vous avez trouvé des traitements mais qui sont encore dans vos cartons, dans vos boîtes en laboratoire. Effectivement, on a des choses qui sont encore dans les tiroirs, donc on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, on voit très bien que sur cette question de Bengan, on voit très bien que vous allez bien vous entendre avec Dr Tazon qui est là avec nous ce matin, qui évidemment a plusieurs fois été en concertation au ministère à Yaoundé. D'ailleurs, il a été l'un des premiers, avant même le monseigneur Cléda, à produire un médicament. Mais Dr Tazon, la question que je posais, c'est une question, on va dire, un peu polémique. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis que l'affaire s'y a commencé, le Covid-19, que à Yaoundé, on vous regarde différemment? Est-ce qu'on vous considère aujourd'hui beaucoup plus qu'avant? Oui, monsieur Fopossi, c'est une réalité que le Covid existe. Et nous, j'étais quand même le premier Camerounais à rencontrer le Premier ministre avant de rencontrer le ministre de la Santé pour lui présenter le produit que j'avais en question. C'est après moi que Monseigneur Cléda est né et que je respecte jusqu'à maintenant. Alors, je dirais que le molécule de Covid-19 est bien existant et que moi, le Covid-19, les naturopathes camerounais se sont battus corps et âme. Les naturopathes camerounais se sont battus corps et âme, et que par la suite, le ministère de la Santé et le chef du gouvernement ont compris qu'il y avait quelque chose autour, derrière nous, les naturopathes. Ce qui fait qu'on nous a convoqués en plusieurs séances de séminaires pour nous former et pour nous poser beaucoup de questions qui concernent cette pandémie de Covid-19. Or, je dirais qu'à l'heure actuelle où nous sommes, le team national des naturopathes actuellement au Cameroun existe parce que nous sommes limités actuellement pour entrer au ministère de la Santé, pour faire des conférences avec le ministre, pour débattre de nos idées, pour faire beaucoup de choses, mais il est vrai que rien n'aboutit pas toujours jusqu'à bon port comme nous souhaitons. Mais on peut dire que le Cameroun a actuellement une ligne de conduite à vouloir entrer dans la médecine traditionnelle, jadis oubliée, jadis méprisée même. Mais sauf que on reproche à cette médecine traditionnelle justement le fait de ne pas employer une démarche scientifique pour expliquer aux gens comment commence leur conception de médicaments, comment ça réagit et quelles sont... Il y a toutes ces questions qu'on vous pose en règle générale. Oui, je dirais très enchanté ce matin d'être opposé à deux jeunes grands scientifiques camerounais qui sont d'éminents professeurs à l'université de Douala, auquel une parmi les deux est ma collaboratrice de recherche, et que je suis très fier de rencontrer encore Sylvie ici au plateau à tout hasard. Oui. Et je respecte beaucoup. Je rappelle que ça n'a pas été arrangé avant. Non, c'était pas arrangé avant. Voilà. C'est un hasard, heureux hasard. Voilà. Que j'ai suivi le docteur Akami. Je suis très content que vraiment il s'aligne exactement comme il le faut, parce qu'il dit bien que la naturopathie camerounaise n'est pas accompagnée. Si c'était accompagné, ce serait une très bonne chose. Oui, mais sauf que beaucoup estiment que vous êtes un peu... Est-ce que vous soignez vraiment cette affaire? Monsieur Fopossi, s'il vous plaît. Oui, non mais parce que après c'est la grande question. Je veux dire qu'on a beau faire des débats, mais est-ce que vous soignez vraiment cette affaire? S'il vous plaît. Oui. Sans risque de me tromper. Je crois un de vous a envoyé quelqu'un l'autre jour chez moi et il a été traité qu'en 3 jours. Je crois bien qu'il y a un témoignage en face de vous, ma sœur Sylvie, en 12 jours. Vraiment, a traité avec 12 personnes avec me produire en 4 jours. Là, voici, c'est un heureux hasard qu'on se rencontre ici. Je traite le Covid-19 actuellement en 3-4 jours, pas plus. Avant, c'était 5 jours. Même quand une personne est en détresse respiratoire, lorsqu'une personne respire, n'est plus, je veux dire, en phase terminale. En phase terminale de la maladie. Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Bon, voilà, monsieur Fopossi, je ne suis pas venu ici pour mentir, ni pour faire des débats d'intention. Voilà. Moi, je souhaite que mes produits attaquent la maladie à la veille. Ça attaque la maladie au seuil de la maladie.
Pour le moment, je ne traite qu'à 5 jours, mais je n'ai pas encore eu quelqu'un qui a souffert 2 mois avant de me rencontrer. Donc je ne peux pas vous dire une suite favorable à cette question. Est-ce qu'il y a un moyen de rendre scientifiques les produits de nos phytothérapeutes? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Ailleurs, ça s'est fait. Pourquoi pas au Cameroun? On voit que ceci est beaucoup plus développé, surtout en Afrique de l'Ouest, partout. On a aligné en fait les tradithérapeutes ou bien la médecine traditionnelle en fait dans la politique publique de la santé, dans la politique de la santé publique. Et je suis sûr qu'au Cameroun aussi c'est possible qu'on le fasse. Il suffit juste que en fait qu'il y ait une bonne politique publique dans ce sens-là, à pouvoir peut-être mettre les moyens conséquents, parce que eux, ils ont la connaissance traditionnelle. Il va falloir à cette démarche traditionnelle aligner donc la démarche scientifique pour pouvoir rendre les produits beaucoup plus crédibles et beaucoup plus utiles. On voudrait qu'on serait bien à l'aise demain ou après-demain lorsqu'on part dans une pharmacie. Vraiment, on trouve en fait les produits d'origine traditionnelle. On dit que non, ça c'est en fait un produit de la pharmacopée camerounaise, un produit qui vient de notre forêt, un produit qui vient de notre... Et ceci a véritablement un travail de fond doit être fait. Et le pouvoir public doit accompagner, l'accompagnement beaucoup plus financier. C'est ça qui manque, parce que la recherche, ça coûte de l'argent. Et le chercheur, lui seul, avec le maigre moyen qu'il a, il ne peut pas véritablement aboutir peut-être à des grands résultats qui peuvent lui permettre de vulgariser avec toute une médecine traditionnelle d'un pays. Voilà pourquoi c'est un message aussi que nous lançons au pouvoir public, parce que depuis en fait la première édition du document de stratégie de croissance de l'emploi pour le Cameroun, on a aligné en fait, il a été placé en fait la recherche au centre du développement du Cameroun. Ça veut dire que les produits de la recherche ne doivent plus rester dans les tiroirs, mais doivent véritablement intégrer le circuit de développement de notre pays. Et ceci passe par un financement accru de différents travaux de recherche au sein des universités. Et dans ce sens-là, que véritablement, si jamais on est accompagné, je suis sûr qu'on pourra mieux valoriser la pharmacopée traditionnelle et dans l'avenir, non seulement peut-être maîtriser, contrôler en fait la propagation de la pandémie du Covid-19, mais il y a d'autres pathologies aussi qui sont les pathologies rares, qui sont beaucoup plus négligées, mais dont la solution peut être trouvée au sein de notre forêt. D'accord. Si vous permettez d'abord, non. Cette question a été résolue en 1973. La question que vous posez, j'ai dit bien résolue. C'est ça qui a abouti, parce que l'Assemblée nationale qui avait siégé à cette époque-là pour l'élaboration du budget 1973-1974 avait adopté ce principe. Ça aboutit au décret 74/888 du 31 octobre 1975 avec la création de l'Institut d'études médicales et des plantes médicinales. Et ça a été amélioré chaque fois, en 85 et tout. C'est ça qui a abouti au laboratoire qui porte le même nom et qui est dirigé par un ancien recteur de l'université de Yaoundé 1. Le problème qui se pose, c'est que le gouvernement a tourné le dos à l'université. Tout à fait. D'abord, même en créant ce que vous appelez ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, on a mis là-bas un laboratoire, une cellule d'études de ces plantes-là. De 1972 à aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont découvertes par les chercheurs camerounais, les chercheurs camerounais à partir de la maîtrise. Je vous dis bien à partir de la maîtrise, vous l'appelez master aujourd'hui, de la maîtrise jusqu'à aujourd'hui. Donc les doctorats ont été soutenus dans ce sens-là, à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Et pourquoi l'État du Cameroun ne veut pas, j'allais dire, faire fonctionner cet institut? On a d'ailleurs abouti en 1985 à ce que vous appelez méthode scientifique, à ce qu'on appelait la production des médicaments améliorés. Voilà le terme qui avait été adopté en 1985. Donc, les thérapeutes camerounais et les chercheurs, les pharmaciens, les chercheurs des universités et les médecins devaient continuer. Il y a même une commission d'éthique qui a été créée à cet effet. Donc le problème, ce n'est pas les thérapeutes, ce n'est pas des chercheurs universitaires, ce n'est pas mais c'est l'État du Cameroun qui a tourné le dos à l'université.
Donc c'est pour ça qu'il se plaint. Docteur Tazon, par exemple, les universitaires sont là, ils font des recherches, ils ont des étudiants qu'ils encadrent, qu'ils envoient en forêt, ils viennent, ils repartent, mais l'État les tourne le dos. On ne leur donne même pas la possibilité d'être en partenariat avec les vraies universités qui leur permettent de faire des productions de leurs recherches. Voilà le problème qui se pose. Donc on vient donc poser le problème aujourd'hui comme s'il y avait un débat entre les médecins de la médecine, j'allais dire moderne, et les thérapeutes et les universitaires. Non, le problème a été résolu depuis 1974. Docteur Ngikui Sylvie, tout récemment, le président de l'ordre des médecins du Cameroun a dit que chacun suit son chemin. C'est-à-dire que lorsqu'on lui a posé la question sur la phytothérapie, l'implication dans le traitement contre la Covid-19, il a dit que chacun va faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger. La médecine traditionnelle va rester dans son coin, la médecine moderne va rester dans son coin. Et puis, lorsque on observe ce qui se passe, on sent bien que le gouvernement ne prend pas en compte ce que peut apporter la médecine naturelle à travers les plantes et tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'avancement, que ce soit dans la médecine moderne et pas d'avancement dans la médecine traditionnelle? Déjà, je voudrais aller dans le même sens que Bombo Bengal. C'est pas que la médecine traditionnelle est complètement abandonnée. Il faut qu'on comprenne la différence. L'université a son pan, fait sa recherche. Le ministère de la Santé également a son cahier de charges. Il y a également le ministère de la Recherche scientifique. Il y a un département, le département des plantes médicinales qui est bien développé, bien fourni là-bas. La question, c'est de définir des accords de partenariat francs qui permettent à chacun de s'exprimer et dire voilà ce que j'ai. Comment est-ce que ce soit l'université, que ce soit le ministère, on peut les accompagner pour aboutir à des produits résolus et bien référencés. Ce n'est que ça la question. Donc c'est pas que le gouvernement n'accompagne pas. Certes, les financements ont peut-être été réduits, mais il y a une piste d'accompagnement. Je crois que monsieur le docteur Tazon peut le dire, le ministère de la Recherche scientifique essaie d'accompagner les chercheurs. Mais le problème, c'est que chacun à son niveau, comme a dit le collègue médecin, c'est-à-dire chacun se pose la question, qu'est-ce que je gagne à partager ma connaissance avec les autres? Alors, quand on se sent frustré, on a peur de perdre ses données. Ça devient difficile. Parce que l'institut ne fonctionne pas. Il y a eu des cadres de concertation qui ne fonctionnent pas. Il faut que ces accords de partenariat francs soient vraiment mis en application. À partir de là, les gens vont comprendre qu'il faudrait se réglementer à la norme. Alors, si on comprend bien, c'est que, et c'est ce que j'apprends ce matin lorsqu'on parle de médecine traditionnelle, c'est que il n'y a pas de problème de recherche. Ce que vous dites, tout est prêt, tout est là, tout a été trouvé. Absolument. Ce sont les accords. Comment on fait pour que les Camerounais puissent avoir accès à ces médicaments de manière légale, et qu'il y ait un cadre et qu'on les regarde plus comme des personnes qui suivent le vent des charlatans. Et je comprends bien, mais sauf que il y a encore des questions qui vont continuer à se poser. C'est que il y a un accompagnement pas seulement financier qui se trouve, il y a un accompagnement scientifique des naturopathes. Oui. Comment on fait justement pour que ces naturopathes qui trouvent des substances qui peuvent soigner puissent évidemment travailler avec des médecins chercheurs. Voilà, convaincre le grand nombre. Le problème, c'est pour l'accompagnement, il faut un financement. Alors si un chercheur thérapeute a un produit qui est intéressant, l'université veut bien l'accompagner, mais il y a une cascade de choses à mettre en place. Par exemple, on aimerait savoir quels sont les grands groupes de plantes qui rentrent dans sa composition. Pas nécessairement avec précision le nom des plantes qu'il utilise, les grands groupes de plantes qu'il a. Mais non, est-ce que son produit, la première question est de savoir, est-ce que son produit n'est pas toxique? Si le produit n'est pas toxique, est-ce que ce qu'il dit soigner est vraiment ça? On va choisir des lignes qui permettent de mettre en évidence le pan qu'il essaie de mettre en évidence. C'est-à-dire, si c'est des activités antimicrobiennes, on va les évaluer et valider, oui, c'est bon. Mais qui paye toutes les analyses à faire? L'université a le potentiel, mais qui paye les analyses? Donc c'est à ce niveau que se trouve le problème? Oui, maintenant si c'est le chercheur qui doit payer, en ce moment maintenant c'est à son propre compte. Ce n'est plus l'histoire du gouvernement camerounais. Mais quand il finit de faire tout ça, de payer les analyses que vous allez faire, comment est-ce qu'il met son produit sur le marché sans qu'il n'ait des barrières?
pour la mise sur le marché, il y a tout un protocole avec le ministère de la Santé, l'autorisation de mise sur le marché. C'est pour dire qu'il faut véritablement que ces différents ministères, universités et partenaires privés puissent s'associer et définir comment chacun à son niveau va apporter un plus pour que les produits soient véritablement mis sur le marché. Alors, ce que je comprends, c'est que est-ce qu'on peut penser qu'il y en a entre ces naturopathes qui ne veulent pas livrer les informations, c'est qui ne veulent pas dire ce qui rentre comme composition. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, expliquez-nous, Bombok. C'est pas comme ça que le problème. Je vous l'ai dit, le problème c'est la création de l'Institut d'études médicales et de plantes médicinales a résolu le problème. Et le chef de l'État est d'ailleurs venu réorganiser ça, je pense, en 2019, en mettant que l'organisation de cette institution, conseil d'administration, est composée en plus de ce que vous connaissez comme institution, président de la République, tout ça, les représentants des facultés des sciences de toutes les universités d'État. Donc, et là, il est représentant, parce qu'en fait, on devait parvenir, je vous ai dit qu'il y a une commission d'éthique qui avait abouti à ce qu'on doit appeler désormais les médicaments améliorés. Donc, c'est ce cadre-là qui n'est pas mis en place. Pourquoi? Je vous dis, depuis 1985, cette commission ne s'est jamais réunie. En tout cas, donc, et là où les naturopathes devaient donc, lorsqu'ils font des recherches, ils disent, bon, moi j'appelle ceci le coque-mort. Les scientifiques vont lui dire que le nom scientifique de coque-mort, c'est Stang. Quand il va lui dire, ils vont peut-être ne connaît pas le nom en français, on connaît le nom en langue. Les scientifiques qui sont à l'université ont des photos, ils savent, ils vont donc donner un nom scientifique qui va correspondre. Et là maintenant, le naturopathe va lui donner la composition, ils vont voir, ils vont analyser avant même que cela n'arrive au laboratoire dirigé par le professeur Chombo. Donc les universitaires regardent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça n'a jamais eu lieu. Alors, donc ils sont donc dans une posture où on dit, bon, on va y revenir. Est-ce que si je leur donne, ils ne vont une pas seconde, publier, on va y revenir. On marque une courte pause. Nous sommes de retour dans un court instant pour continuer à creuser, à comprendre ce qui se passe au cœur de l'opportunité de la médecine traditionnelle. Merci à vous, Marcelin Ganson, pour cette revue de presse qui complète celle de Flavien Vallon-Dongo sur Radio Equinox. Madame, monsieur, on poursuit, bonjour chez vous, on poursuit la thématique de ce matin, l'opportunité de la pharmacopée traditionnelle et la problématique du vaccin anti-Covid-19. Nous évoquons cela avec nos invités en studio ce matin qui nous accompagnent pour comprendre cette thématique et bien sûr apporter des solutions et en tirer quelques leçons puisque nous sommes à l'heure des leçons. Docteur Akami Mazara, il est enseignant au département de biochimie de la faculté des sciences de l'université de Douala, au laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire, spécialité physiologie et écologie microbienne. Docteur Guikui Sylvie, enseignante également à l'université de Douala, département de biochimie, spécialiste en ingénierie des biomolécules, biochimie des substances volatiles et application de biochimie des substances naturelles, et le docteur Maurice Tazon qui est naturopathe, lui qui, je le rappelle, a été l'un des premiers justement à proposer une solution au traitement de la Covid. Karine. Justement, avec le docteur Tazon ce matin, on aimerait quelle procédure, après avoir confectionné votre produit, vous avez suivi pour qu'il soit finalement consommé? Oui, Karine, j'ai eu l'accord d'un bon samaritain qui est venu dans mon officine. Il m'a vu les gens alignés. J'étais en train de traiter le Covid sans rien chercher. Je rendais seulement service à l'humanité. Il m'a dit, monsieur, tu es en train de traiter comme ça, ce n'est pas comme ça la méthode. Je vais te montrer le chemin à suivre. Donne-moi quelque chose comme transport, je m'en vais à Yaoundé et je viendrai vous dire ce qu'il faut faire. J'ai donné et il a fait une requête. Il est parti directement déposer au premier ministère. Après, il est venu, il est rentré 3 jours après. Il a rédigé l'autre pour le ministre de la Santé, ministre de la Recherche scientifique. Et puis, il m'a dit, allons à Yaoundé, je vais t'accompagner. On est arrivé à Yaoundé, on a toqué la porte du premier ministre. Je suis entré avec lui et on a déposé le courrier.
On a reçu le courrier, on a répondu. Et par la suite, c'est le Premier ministre qui me dit qu'il a envoyé mon dossier au ministère de la Santé et que c'est comme ça la démarche à suivre. Or, le ministre de la Santé avait déjà eu aussi sa part avec ces échantillons de produits que j'ai dûment fabriqués et que je les ai présentés. Quand le ministre de la Santé était encore en train d'étudier mon dossier, j'ai reçu une lettre du ministre de la Santé pour me féliciter seulement de ma bonne tenue comme un bon citoyen dans ce pays. Alors, par la suite, maintenant, le ministère de la Santé m'invite. On a discuté. On a envoyé mes produits au laboratoire national des médicaments. Et que le résultat est sorti, un produit super. Je crois que je vais vous amener, j'ai oublié seulement ce document où on m'a donné l'autorisation. On a signé le 7 décembre pour me dire de l'autorisation de fabrication et de mise sur le marché camerounais de ces produits coronavirus 1 et coronavirus 2. Alors j'ai pris. Je suis en train de faire les démarches pour voir comment je vais fabriquer et le donner aux pharmaciens. Ce qui a que le ministère de la pharmacie, ils m'ont demandé les formules. Moi, je n'ai pas pu donner parce que ici, nous allons bien cacher les choses. Alors, ils m'ont compté par tous les moyens. Bon, j'étais obligé de leur montrer la vérité pour qu'ils m'autorisent ce papier qui est actuellement dans mes kata pour finalement valoriser notre médecine, mes produits. Mais je crois que ma sœur Sylvie qui est à côté, elle a même ce document avec elle. Et dans ce processus, on n'entend pas parler du ministère de la Recherche scientifique. Vous n'avez pas rencontré Madeleine Tchouenté? Non, j'ai rencontré Madeleine Tchouenté le 4 aussi décembre lors d'un séminaire pour la fabrication de produits améliorés. Je lui ai montré le produit. Je lui ai fait savoir tel jour, le 24 avril, j'étais dans votre bureau. J'avais un paquet de 6 échantillons pour vous. Votre secrétaire a reçu mon dossier, mais il n'a pas reçu mon paquet. Je suis rentré avec. C'est alors qu'elle a attrapé encore cet échantillon que on était en formation avec. Bon, à la fin, le ministère le laboratoire de santé m'a accrédité de fabriquer le produit et mettre sur le marché. Voilà, et là, c'est pas une bonne méthode. Justement, c'est pas la méthode qui a été conseillée par l'IMPM si elle avait fonctionné. La méthode, c'est pas de rencontrer les ministres. La méthode, c'est de rencontrer les universités et le laboratoire. Donc, le fait de remporter le laboratoire d'études médicales, de recherche médicinale suffit. C'est ce laboratoire qui apporte les résultats des recherches au ministre. Vous voyez, donc, le Cameroun est un pays de protocole. On commence par la fin. On commence par la fin. Donc, on aurait, c'est-à-dire s'il est basé à Douala, quel est l'avis du département des sciences, alors de la faculté des sciences de l'université de Douala? Apparemment, l'université de Douala a encore une faculté de sciences, de médecine et des sciences. Voilà, voilà le cachet. C'est ça la réorganisation du décret du président de la République de 1993. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, M. Tazon, M. Professeur Hobson, ils sont ici, ils travaillent en collaboration avec l'université de Douala, qui met tout cela, voilà, Monseigneur Cléda, les noms scientifiques, un certain nombre de choses, ils marquent leur avis sur les recherches, justement pour permettre à M. Dr Tazon, Cléda et à Hobson de protéger leur formule. La formule Corona 1 de Tazon. Parce qu'ils ont souvent peur de perdre. Oui, implique ça, de Cléda, c'est ceci, de Hobson, c'est cela. Et avec ce cachet, ça va donc plus haut. Ça fait que il y aura des données. C'est comme ça. Maintenant, quand on va voir... Mais il me semble qu'il y a un mécanisme de protection de la propriété intellectuelle. Ça ne se fait qu'après. Oui. Après validation, on a des universités qui ont attesté d'un certain nombre de choses. C'est donc après qu'au niveau de l'IMPM, si ça fonctionnait, je reviens là-dessus, qu'on va donc dire, Monsieur Tazon, votre médicament, la composante tant est validée, bon, il va donc maintenant à l'OAPI, ainsi de suite, et chacun, c'est comme ça que ça se fait. Donc, et comme c'est un problème de Big Pharma, dans une autre vie, j'avais été dans le cercle du journal Le Monde Diplomatique, j'ai participé à une enquête dans ce sens-là. En 2006, par exemple, je vous le dis, on a écrit des articles, l'Afrique cobaye des Big Pharma. Donc, en fait,
c'est là où nos États doivent peut-être se cacher, s'ils n'ont pas les moyens, donner la possibilité aux universités de faire ces recherches-là. Et c'est ça qui nous a abouti à ces conneries qu'on assiste encore aujourd'hui, où un gouverneur fait ceci. Les scientifiques ont dit que la dépouille au Covid ne transmet pas le corona. Un cadavre ne tousse pas, un cadavre n'éternue pas. Comment il peut transmettre le corona? Et que la dépouille de quelqu'un qui est mort de choléra est plus dangereuse. Maintenant, les populations qui viennent à l'enterrement peuvent attraper le corona. Comment on les met donc à distance? Mais on fait comme si on veut, j'allais dire, faire une industrie de la peur autour du corps qui est bien encadré, bien encerclé, qui ne transmet plus le corona. Donc c'est la même chose ici. Peut-être que l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens, c'est là où le problème doit être fait pour que, en fait, ils ne traitent plus les thérapeutes comme des adversaires. Docteur Camille, on se rend bien compte que dans le processus relaté par le docteur Tazon, on voit que les laboratoires arrivent à la fin du processus, alors que d'après les explications de Momo Benga, les laboratoires devaient travailler dès le début du processus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le phytothérapeute pense à mettre le produit sur pied et qu'il a déjà les ingrédients, c'est à ce moment-là que les laboratoires et les universités devraient entrer en jeu afin que les produits ne soient pas inoculés sur les patients sans qu'ils ne soient vérifiés à l'avance. Comment est-ce qu'on explique que ça vient toujours après qu'on ait déjà commencé à soigner? Mais c'est une faille du système. Tout simplement, c'est une faiblesse en fait du système. Le système n'est pas très bien organisé afin de rassurer en fait et faciliter, pacifier aussi la collaboration entre les tradithérapeutes et les universités afin que ces produits-là, les laboratoires soient véritablement. Il y a un problème entre les tradithérapeutes et les universités aussi? Bon, pas formellement un problème entre les tradithérapeutes. On est en train de parler de problèmes d'organisation. Et la personne qui doit organiser tout cela, c'est l'État. Voilà pourquoi Mbongo parlait que l'État a presque démissionné de sa responsabilité d'accompagnement, beaucoup plus de financement de ces travaux-là. Imaginez un tradithérapeute qui collabore avec un universitaire. Je prends l'exemple du docteur Tasson et de laboratoire de biochimie de l'université de Douala. Mais il faut leur donner en fait un certain nombre de garanties pour que un certain nombre de facilitations aussi pour qu'ils soient sûrs en fait que les molécules qu'ils ont développées là sont non seulement protégées mais aussi ne seront pas chippées par une tierce personne en fait. Voilà. Donc mais s'ils n'ont pas ces garanties là, c'est toujours difficile et en fait avec les goulots d'étranglement au niveau de l'administration, il y a trop de paperasse, des autorisations de gauche à droite, ça n'encourage pas en fait cette collaboration. Mais après il s'agit de la santé, il faut bien qu'il y ait plusieurs autorisations pour contraindre celui qui serait comme un malfrat. Voilà, le citoyen lambda, je parle peut-être d'un tradithérapeute lambda ou bien peut-être d'un chercheur lambda. Il n'a pas ce pouvoir-là du coup de changer tout le système. Parfois, il ne maîtrise même pas toute cette procédure. Il ne maîtrise pas. Et en fait, le pouvoir en place n'a pas aussi mis en fait les dispositifs pour pouvoir faciliter à cette collaboration-là. Ce qui fait que dès qu'il fait face à un certain nombre de difficultés, il préfère en fait se résigner et travailler dans son coin. Et en ce moment-là, c'est le peuple qui perd parce que son produit aurait pu être utilisé dans un large spectre pour faciliter en fait, pour rendre accessible la population, mais du fait qu'il y a tellement de difficultés administratives, des difficultés de pacification et du travail et des collaborations entre les différentes entités, ça fait en sorte que la recherche non seulement n'avance pas, mais aussi n'est pas vulgarisée. Comme disait Bombok tout à l'heure, il y a des recherches et des produits de recherche sont remplis dans nos laboratoires, dans nos tiroirs, mais ne sont pas mis sur le marché ou bien ne sont pas sur la place publique, justement parce que l'État doit prendre ses responsabilités. Ses responsabilités au niveau local. Comme on a dit, la collaboration doit commencer au niveau local, à l'université de Douala par exemple, qui achemine en fait, qui donne son cachet, qui donne son cutis, que le produit développé par
X par le docteur Tasson par exemple remplit tous les critères de sécurité en matière de médicaments traditionnels, comme on a parlé. On est dans un sillage des MTA, les médicaments traditionnels améliorés. Ça remplit tous les critères de sécurité et maintenant ça converge vers Yaoundé au niveau des instituts étatiques qui ont été mis sur pied à cet effet-là, qui vont donc acheminer et continuer avec le processus. Mais tu vas te rendre compte que c'est le chercheur ou bien le tradithérapeute qui doit être au four et au moulin. On connaît le cousin du ministre qui l'amène à la maison. Voilà. Et ça ne respecte pas la voie conventionnelle et ça ne fait pas trop sérieux dans ce sens-là. Mais tout ceci, voilà pourquoi il dit une seule personne ou bien le tradithérapeute seul ou bien le chercheur seul ne pourra pas. Il faut un accompagnement assez plus sérieux. J'ai dit tout à l'heure, si ça marche en Afrique de l'Ouest, qui est une Afrique qui est plus proche de nous, qui est une zone plus proche de nous, pourquoi pas chez nous aussi? Au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. Et comment ça se passe là-bas? Oui. Bon, là-bas, l'État accompagne véritablement. L'État met les moyens l'État a créé les départements de la médecine traditionnelle, par exemple, et accompagne avec les financements et les accompagne dans tous les processus de mise sur le marché. Et même dans les pharmacies. Et même jusque dans les pharmacies. Devant le médecin, le patient a la possibilité de choisir quel genre de médicaments il voudrait qu'on lui prescrive. Alors, je le dis parce qu'évidemment, c'était un Sénégalais qui me l'avait dit. C'est-à-dire, j'avais un palu et il me dit, mais tu soignes le palu encore à l'hôpital? Il était tellement surpris. Ça semblait être plus normal. La grippe, le palu ne se soigne plus à l'hôpital. Je veux dire, ça, oui, c'était normal pour lui que vous ayez le palu, mais c'était anormal que vous soigniez encore à l'hôpital. Oui, il dit, mais c'est pas possible. Il a écarquillé les yeux et il m'a remis une potion que j'ai bu au bout de 3 jours. J'étais sur pied. Et donc, il m'a dit que c'est comme ça que eux, là-bas au Sénégal, c'est pourquoi j'ai demandé comment ça se passe au Sénégal, parce que est-ce que là-bas c'est de manière institutionnalisée qu'ils soignent de manière aussi facile ces pathologies. C'est pareil en Tanzanie. Sauf qu'il y a une question quand même qui demeure, parce que lorsqu'on écoute beaucoup de nombreux avis, c'est vrai qu'il y en a qui sont tout à fait d'accord que nous devons tout de suite nous diriger vers cette médecine traditionnelle, mais il y a encore beaucoup de sceptiques qui veulent avoir des garanties. Je veux dire, comment et c'est la question qu'on va s'atteler à résoudre ici. Comment convaincre que des médicaments comme celui qu'a pu trouver dans Tazon par exemple est capable de soigner, parce que il ne suffit pas de dire que on a envoyé 4 patients qui ont été guéris. Oui. Il faut savoir quels sont les âges, parce que n'oubliez pas que lorsqu'on prend un médicament normal qu'on a en pharmacie, il y a une notice qui vous dit voilà la posologie, voilà le dosage, voilà les interdits, voilà ceux qui souffrent de ceci doivent éviter ce médicament. C'est pour ça que le laboratoire des recherches scientifiques existe, parce que en principe, selon ce que on observe même en Afrique de l'Ouest, ces laboratoires la permettent de rendre consommables les produits. Ça veut dire quoi? Quand on finit de travailler avec les dosages, les produits, qu'ils soient liquides ou en poudre, il faut qu'ils soient maintenant transformés de manière facile à consommer et à transporter. C'est pourquoi vous voyez que certains médicaments traditionnels en Afrique de l'Ouest sont en gélules. Parce qu'il y a eu le temps de procéder à la transformation. Mais chez nous, il n'y a même pas d'abord le processus de transformation. Donc, on n'accompagne pas d'abord le chercheur à produire en quantité. Docteur Guy... Non, attendez, il faut convaincre. Oui, mais quand on veut décès, c'est pas comme ça. Il a posé un problème de fond. Pourquoi on a demandé dans la réorganisation de l'IMPM suite au décret de 93 du président de la République? C'est justement parce que les premiers laboratoires, les premiers chercheurs, c'est les universités. C'est les universités, les facultés de sciences d'abord, les universités qui ont les facultés de médecine ensuite. Donc dans une université qui a les deux, c'est bien, comme le cas du Douala. Donc en principe, lorsque leur avis remonte au laboratoire de recherche médicale, de plantes médicinales que dirige le professeur Chumbo, ça devait déjà faciliter les choses. Donc, on sait que pour Corona, est-ce qu'un diabétique peut prendre? Est-ce qu'un asthmatique? Est-ce que maintenant, à quel niveau? Tout ça se fait d'abord au vent. Donc, il y a un travail d'élagage qui a l'avis des facultés de sciences des universités. Quand ça arrive à ce niveau, c'est encore des universitaires qui sont là-bas et l'ANACOM également de l'autre côté. Donc, lorsque ça arrive enfin,
sur la table du ministre de la Santé publique et du ministre de la Recherche scientifique. D'abord, c'est le ministre de la Santé publique qui décide en dernier ressort, après l'avis favorable de son collègue de scientifique. Parce que c'est lui qui s'occupe, qui est, j'allais dire, la tutelle des médecins et des pharmaciens. Et c'est lui qui s'occupe de la santé publique. C'est lui qui décide donc en dernier ressort, après l'avis des autres, qui ont regardé tous ces paramètres-là. Et on met donc ça en pharmacie. Docteur Gikui, sur cette question de comment convaincre, parce que après j'aurais une question derrière, parce que il me semble également, je parle sur le regard de Mauro Bengan ce matin, que dans ces naturopathes et dans ces médicaments de la médecine traditionnelle, il y a également une forte, on va dire, donnée irrationnelle là-dedans aussi. Non. D'accord. Justement, vous faites une lecture. Je pose la question. Ça n'a rien à voir sur la scientificité. Non, rien à voir avec le surnaturel. Rien à voir avec rien du tout. Justement, parce que vous avez l'esprit du charlatanisme dans la tête. Oui. Et d'ailleurs, nous sommes là pour convaincre ceux qui nous écoutent, cher ami, qu'effectivement, nous avons les moyens. Oui. En Afrique, même l'existence de Dieu est scientifique. L'existence de Dieu est scientifique. Et plus forte raison, ce qui est comme la science exacte. Quand on vous dit les dieux qu'on ne voit pas est scientifique, et la science exacte, qui est la médecine, est alors plus que scientifique. Donc, même la maman, regardez comment une petite fille de 6 ans peut faire des tresses. Si je vous dis qu'elle fait les mathématiques fractales, vous allez dire non, mais comment elle peut faire les tresses? D'accord. Justement, tout en Afrique est scientifique. Mais le problème, c'est que votre orientation scientifique, qui est sur le prisme de l'Occident, a déjà commencé à catégoriser, à hiérarchiser, à mettre en poubelle l'autre volet. C'est ça qui vous amène à ce niveau. Et c'est justement ça. À ce titre, comment on fait pour harmoniser fonctionner l'Institut d'études médicales et de plantes médicinales telles que les orientations ont été posées depuis 1974, améliorer tous les jours. Il vous a parlé tout à l'heure des médicaments améliorés. Ça veut dire qu'en fait, on ne devait plus être à ce niveau. Si on en est là, ça veut dire que le Cameroun a pris un retard de 60 ans. Donc c'est ça la vraie question d'ailleurs. C'est ça la vraie question. Mettez l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales en place avec tout ce que ça a comporté comme commission et tout. Et ça va, le problème sera résolu. Et surtout, qu'on dise à l'ordre des médecins, à l'ordre des pharmaciens de se taire. De ne pas être, j'allais dire, le prolongement des firmes pharmaceutiques de l'Occident. Peut-être qu'on peut, peut-être aussi qu'on peut les former, peut-être aussi que dans leur formation on peut travailler en collaboration. On peut introduire la capacité pour eux également de prescrire des médicaments qui sont issus. L'université de Douala a une étudiante qui a mis au point un médicament contre le paludisme. On n'en parle pas. Alors que si l'IMPM Pontonnet, le décret parle de la communication. J'ai dit l'université de Douala a déjà un étudiant qui a mis en place un médicament contre. Mais on va vous accepter les bimalaril qui viennent, je ne sais pas de quelle pharmacie là-bas, les Coartem et tout ça, alors que l'université de Douala peut en produire. Et avoir les moyens, cette université avec ce produit antipaludique peut donner les moyens à l'université de Douala à financer la recherche, ainsi de suite. Ok, docteur Gikui, sur cette question de comment convaincre les plus sceptiques face évidemment à ces accusations qui sont portées sur ces naturopathes, sur la question de la sécurité de leurs produits et sur l'efficacité de ces produits. Déjà, par rapport à cette question, on ne peut pas dire qu'on peut convaincre d'un coup les usagers, les populations à prendre en compte cette médecine traditionnelle, parce que déjà chacun l'utilise, qu'on le veuille ou pas, sans communication, chacun l'utilise déjà en premier recours, et même l'OMS le reconnaît déjà. Alors ce que pour moi pas, je pense que la question des conflits entre l'ordre des médecins, des pharmaciens et les tradithérapeutes, c'est parce que chacune des filières n'est pas bien organisée et les gens vont au-delà de leur cahier de charge. Pour moi, les tradithérapeutes ont une place importante. Il faut que déjà entre eux, ils puissent s'organiser. Une seule main ne fait pas un paquet. S'ils sont bien organisés, pour moi, ils ont la capacité de défendre déjà leurs intérêts sous différents cieux que ce soit. Pour le moment, à mon avis, ils sont encore un peu dispersés. Ce qui fait qu'il y a un petit tico. Est-ce que vraiment ces médicaments soignent? Est-ce que Maintenant, l'université
dispose du potentiel. Les ministères, comme le ministère de la Recherche scientifique, à travers son laboratoire, dispose du potentiel. Mais ce potentiel doit être mis au service. Donc, qu'on essaie de bien organiser les ordres et que chacun sache ce qu'il a à faire quand il a rempli son cahier de charges, qu'il dit j'ai rempli mon cahier de charges et puis le dossier est peut-être bloqué à tel niveau. On trouve maintenant les mécanismes par lesquels on va débloquer ces blocus-là, si vous permettez le terme. Oui. Donc, parce que la question que beaucoup de gens se posent en général sur cela, et on avait un médecin dans ce studio tout récemment, il a soulevé une question, il disait comment se fait-il que lorsqu'il faut aller établir un diagnostic sur une maladie, on va à l'hôpital et lorsqu'il faut soigner, on fait recours. Pourquoi est-ce que les naturopathes ne font pas eux-mêmes le test, établissent eux-mêmes un diagnostic et soignent par rapport à la gravité du mal qui leur est opposé? Très bonne question, très bonne question. Quand quelqu'un est malade, il a des manifestations cliniques. Il sait que j'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai ça. En première vue, il peut, s'il est à un certain niveau, il peut savoir que j'ai peut-être le paludisme. Mais quand il arrive chez le médecin cause avec lui pose des questions, et sur la base de ce qu'il dit, il va lui prescrire un ensemble d'examens permettant de poser un diagnostic sûr. Lorsque le diagnostic n'est pas posé avec certitude, on ne peut pas administrer n'importe quel médicament, parce que le médicament, c'est une molécule qui se fixe sur un récepteur bien précis et produit un effet pharmacologique. Alors, il ne peut pas prescrire n'importe quoi au patient sans avoir la garantie sur facture que les analyses montrent qu'il s'agit du paludisme ou bien qu'il s'agit de la typhoïde. Maintenant, le tradithérapeute, lui, il va seulement se baser sur les dires du patient. J'ai mal à la tête, je n'ai pas bien dormi, j'ai mal au ventre. La première étape de la consultation. Voilà sa consultation. Et puis sur la base de ça, il fait une proposition de 2-3 médicaments. Ça, à mon avis, ça devrait marcher. Alors quand le patient rentre chez lui, il consomme. S'il a la guérison, il est content. Il ne va pas se poser la question s'il a fait des examens ou il n'a pas fait des examens. C'est une question de démarche que chacun apprend là où il a reçu sa formation. Le médecin a suivi une démarche. Est-ce qu'on ne dira pas que cette pharmacopée traditionnelle reste aujourd'hui encore dépendante de ces mécanismes de test, parce que il y a beaucoup de naturopathes qui vous demandent d'aller faire les tests à l'hôpital, vous revenez avec les résultats et ils voient ce qu'ils vont vous donner. Pour ça, on aura toujours. Ça, c'est indissociable. La pharmacopée traditionnelle, pour être mise en valeur, aura toujours besoin des analyses faites de la médecine conventionnelle. Toujours. Oui. C'est pour ça qu'il faut que ce pont-là soit bien construit et que chacun voie, comme on dit, le bout du tunnel. Oui, donc de toute façon, vous souhaitez dire un mot, allez-y. Oui, je vais vous faire un peu l'historique de la médecine en général. Oui. La médecine en général est née en Afrique, je vous le dis d'abord. Il y a un grec qui s'appelle Dioscoride. Il est arrivé ici en Afrique en 1700 ans après Jésus-Christ. Alors, il a vu comment les Africains se traitaient. Il a alors été obligé d'apprendre la médecine africaine et d'hypothéquer toutes nos plantes auxquelles il a fabriqué 10 tomes de livres en médecine traditionnelle. Et c'est avec ce tome de livres qu'aujourd'hui, le blanc fabrique nos médicaments en mettant un peu de produits chimiques là-bas pour baisser le coût et détruire le monde. Mais au fait, quand on parle de la médecine naturelle africaine ou bien africaine, quand nous, naturopathes, nous faisons la médecine de nos grands-mères, la médecine orale, qui est passée de père à l'enfant, et que nous sommes obligés de respecter les symptômes que nos mamans ou nos parents nous ont appris. C'est-à-dire, si tu as mal à la tête, c'est que la constipation va s'installer. Alors, il faut donner un purgatif. Tout à fait. Là, tu ne doutes de rien que l'enfant ou bien la personne va faire les scènes normalement. Vous voyez, non? C'est du père à l'enfant que nous avons appris la médecine africaine. Pour faire la médecine africaine, nous n'avons pas besoin d'aller dans une école. Les symptômes suffisent
pour déterminer que ça c'est telle maladie. Quand vous tombez de l'épilepsie, vous faites 5 minutes, vous mangez votre bouche. Et je ne sais même pas s'il y a un appareil pour mesurer le niveau de l'épilepsie. Nous connaissons que ça c'est l'épilepsie. Il faut couper le fer de gui pour faire une infusion et donner au malade, il se lève seul, il part. Ce n'est pas seulement que on va aller à l'école, on va faire ceci. L'école est venue compléter, mais pas pour compléter, mais pas pour changer. L'école est venue plutôt pour empirer. Parce que nous, au village, le produit chimique que nous appelons le médicament conventionnel, il te traite ici, il te gorge de l'autre côté. Comment se fait-il que tu as la tension, on te donne un remède à vie. Quand ce remède à vie va te rendre acide, va rendre ton corps acide, le palu viendra de son côté vous amener. Ça, c'est ce qui est évident dans notre domaine de jargon médecine naturelle. Et quand à ce qui se concerne les plantes, comme vous dites, comment on peut savoir que la plante est toxique ou ceci, cela. Dioscoride a pris ces plantes pour aller à l'Occident, donner à l'Occident. L'Occident a mis les appareils pour analyser toutes les plantes de la terre qui existent. C'est étudié. Comme par exemple le feuille de manguier. Allez dans l'internet, on va vous montrer comment ça se passe. Le corse de manguier, allez dans l'internet, on va vous montrer. Même le roi des herbes que nous tous nous connaissons, c'est étudié. Nous les naturopathes qui sommes des chercheurs indépendants. Quand nous on prend une plante, on cherche d'abord à voir si scientifiquement la plante est toxique ou pas. Nous n'allons pas à tâtons, nous n'allons pas à tâtons. Comment faites-vous savoir que c'est pas toxique? Non, mais les plantes ont été étudiées. Toutes les plantes ont été étudiées. Et si bien que quand nous utilisons ces plantes, quand tu me donnes un nom d'une plante naturelle et que je ne vois pas son nom scientifique, je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas. Et tout ce que je fais, moi-même, je consomme. D'accord. Vous voulez réagir, docteur Guikuyu? Effectivement, l'intervention du docteur Tazon confirme effectivement ce que Mbongbong a dit. La médecine traditionnelle africaine a une démarche qui est scientifique. Oui. Nous, les scientifiques, nous venons seulement davantage comprendre et expliquer à travers des molécules qu'on connaît. Je pense pour un exemple simple. Le roi des herbes qu'il dit là, ça contient un composé qu'on appelle les précocènes. Ce précocène, effectivement, a la capacité de refouler ce qui est néfaste pour la santé du corps. Et pour ça, les tradithérapeutes l'ont utilisé dans de nombreuses applications. Et les médecins, ou bien je veux dire, comme l'a dit Dioscuri, ils ont répertorié beaucoup de plantes médicinales en leur donnant des applications, en vérifiant leur toxicité. On prend également l'exemple, actuellement, il y a ce qu'on appelle le fruit du jujube là. Beaucoup de Camerounais le portent. C'est un fruit qui, on dit, apporte la paix. J'ai suivi une vidéo dernièrement qui est sur la toile. C'est un Français qui vient au Cameroun. Un documentaire. Rien que de ce fruit-là. Ça sort du Cameroun et c'est particulièrement dans cette zone au Cameroun qu'on a à l'est, ça pousse énormément. Et il vend en ligne. Et pourquoi il est intéressé par ça? Nous l'utilisons depuis des siècles parce qu'on dit ça donne la paix. Comment ça accorde la paix? J'ai travaillé personnellement là-dessus. J'ai publié un article en 2013 sur ces espèces de plantes. Pourquoi ça donne la paix? Ça donne la paix parce qu'en fait, il y a un composé là-dedans qui a la capacité, suivant sa structure chimique, c'est le ER neurolidol. C'est un sesquiterpène, alcool, qui a la capacité, effectivement, de modifier le plan de polarisation de la lumière. Quand le scientifique comprend ça, il dit, ah oui, il peut justifier pourquoi on a dit que ça apporte la paix. Si vous êtes mal en point, juste cette graine de jujube vous apaise et après, vous êtes calme. Ce n'est que cette molécule qui, dès que vous la consommez, agit sur les récepteurs du cerveau et modifie votre émotion, modifie votre humeur. Donc nous avons du potentiel. Mais comme on a dit, c'est respecter la démarche du tradithérapeute, respecter la démarche de la médecine conventionnelle et créer le pont. Voilà, il faut créer. Est-ce que le pont, justement, n'est pas vous autres biochimistes? Ce pont, c'est nous les biochimistes, c'est les autres. Maintenant, c'est des accords, comme on a dit, ça doit être écrit. Les accords doivent être écrits et que chacun respecte ces accords-là. Oui, d'accord, tout à fait. Voilà. Absolument. Non, donc, je voudrais ajouter quelque chose. Sur le jujube. Si on va en brousse, vous et moi maintenant. Oui. Je ne sais pas, une vipère te mord. Je sais que je vais prendre ça.
pour te donner, pour anéantir le venin de la vipère. Si c'est un cobra, je sais ce que je vais prendre. Donc, il n'y a pas de tâtonnement là-dessus. Et justement, nos ancêtres savent, par exemple, pour le cas du serpent, que les serpents ont 2 types de venin. Si la vipère te mord, le sang ne va plus reconnaître les veines d'artère, vous allez gonfler. Tel n'est pas le cas du cobra qui va rendre le sang coagulé, qui va coaguler le sang. Donc ils ont ces plantes-là, ils savent que si c'est tel, c'est tel. Maintenant, si tu as été mordu par un serpent, il n'était pas là. Il sait également qu'il peut prendre tel médicament, telle herbe, il te fait manger, et ainsi pour apprécier. Pendant le déroulement, là, ça se passe en 5-10 minutes, 5 minutes ou trop, il voit comment le corps réagit et les dosages, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est qu'on a convenu d'appeler, par exemple, les médicaments améliorés. Donc, le débat, le combat n'existe plus. C'est l'État du Cameroun qui veut être à la solde des grandes les firmes pharmaceutiques. Tout à fait. Maintenant, les Chinois l'ayant compris, ils sont venus, ils ont commencé à taper les Européens chez eux. Et ils les ont tapés même dans les colonies. Et au lieu de profiter de ce corona, j'ai également ici géopolitique de Covid. Donc, pourquoi on ne peut pas les prendre, les Tazon, les Hobson, les Cléda? Et pour vous dire que, parce qu'on a dit qu'il y a un complot, oui, il y a un complot contre l'Afrique. Pourquoi le Vatican même ne peut pas demander à l'université, ne peut pas créer un centre universitaire hospitalier, un centre hospitalier universitaire pour l'Université catholique d'Afrique centrale? Si on crée un CHU et on dit Cléda va là-bas avec les enseignants en sciences et tout ce que vous voulez, il y aura donc, on va mettre en place, ne serait-ce que sur le cas de Monseigneur Cléda, qui est catholique romaine, et au moins c'est un médicament, et vous allez voir comment il y aura une éclosion. Merci, on marque une courte pause, après on va ouvrir l'antenne pour nos auditeurs. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM, Radio Equinox. 656 62 22 22 670 54 70 49. Vous avez eu des explications scientifiques des différents procédés qui sont utilisés pour les traitements des maladies par la phytothérapie. Ce matin, vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Alors, posez vos questions à nos différents chercheurs qui sont en studio avec nous. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Karine. Bonjour, comment on vous appelle? Wilfried, la 4e. D'accord, Wilfried, on vous écoute. Oui, ma question est à la cause des spécialistes. Parce que je ne comprends pas vraiment la différence entre les traduits, ils ont dit traduits naturopathes, les traduits praticiens et nos marabouts que nous avons passés. Parce que les plantes que vous utilisez, celles que les utilisent, ils soignent tout genre de maladies. Comment se fait-il qu'une plante peut soigner au moins 30 maladies? Parce qu'on ne vous comprend plus. Il y a les naturopathes, les traduits praticiens, les marabouts du quartier, ils utilisent les jujubes, ils utilisent cela, les rois des herbes, c'est leur matière de base et tout. Et avec ça, ils utilisent les quartiers en disant qu'ils soignent, ça soigne tout. Il n'y a pas de dosage, ce n'est même pas contrôlé. Bon, il y a un peu ce problème-là. Il faut passer un peu cette différence. D'accord. Bon, moi, je voudrais faire la différence entre le charlatan et le... Non, d'abord, c'est le monsieur, cher ami. Justement, c'est vous qui n'êtes pas, j'allais dire, structuré dans votre pensée. C'est vous qui n'êtes pas structuré. Il y a même de faux médecins, comme il y a de faux bonbons, il y a de faux pasteurs, il y a de faux prêtres dehors, il y a de faux avocats, on les arrête tous les jours. Donc ne faites pas, ne catégorisez pas ça ici. On dit simplement que ce problème de la médecine et des traitements des maladies devait être encadré par le gouvernement, qui a d'ailleurs commencé à vouloir le faire depuis 1974, mais n'arrive pas à le faire. Donc, si cet encadrement est mis en place, les charlatans, les marabouts n'allaient plus avoir de la place. Par exemple, Cléda, Tasson est ici, et Hobson, je ne sais pas qui, devaient d'abord avoir l'avis favorable de l'université de Douala, qui devait apporter, c'est le ministère de la recherche scientifique et technique. C'est eux qui savent quel est le nom scientifique qu'on donne au roi des herbes, au cormor, au tout ce que vous voulez. Moi, je connais le cormor. Maintenant, l'université va me dire cormor, ça s'appelle azithrotang, et tout. Et ils vont donc mettre ça et toutes ces compositions. Ça va faire que les charlatans, les marabouts vont disparaître d'eux-mêmes. D'accord. Allô?
Allô, bonjour. Oui. Bonjour, comment on vous appelle? Oui, je m'appelle Joseph. D'accord, on vous écoute. Oui, bon, je dis d'abord merci à Mbombo qui nous éclaire franchement. Nos effets qui sont vraiment clairs. Franchement, on ne peut même pas douter de ça. Parce que quand nous regardons, quand nous voyons comment nos parents vivaient, et que nos parents étaient à l'école, mais comment ils ont pu avoir toutes cette connaissances? Cette connaissance vient d'où? Comment on accepte toujours des choses des Blancs alors que nous avons notre nature que Dieu nous a donnée gratuitement? Et ces Blancs savaient que Dieu a aimé beaucoup l'Afrique et que Dieu continue à aimer l'Afrique et qu'il y a tout en Afrique. C'est pour cela qu'il veut nous écraser. Et bon, on nous explique ça tous les jours, terre à terre, pour que nous comprenions que franchement, on ne doit plus accepter quelque chose de... Si aujourd'hui on ferme les frontières, par exemple, comme on dit qu'il y a Covid, on ferme les frontières, nous allons aller où? Alors que nous avons tout sur place. Nous avons tout sur place pour nous soigner. Hein? On n'a pas besoin d'eux. Nous n'avons pas besoin d'eux. D'accord. Voilà un peu ma réaction. Merci. 656 62 22 22. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Oui, je m'appelle Jean-Mathis, j'appelle depuis Trades-Bornédis. D'accord, on vous écoute. Oui, j'ai d'abord une question. D'après les explications des chercheurs, je vais dire des enseignants et le docteur sont sur le plateau. Ma question est la suivante. Pourquoi cette course vers le vaccin, les vaccins que notre État, étant donné que des hommes comme lui, il se cite et il y en a d'autres dont vous citez, ont déjà le traitement du Covid? Là, c'est ma première question. Et maintenant, mon intervention vient du fait que ce qu'on appelle le diagnostic, je vais aller à l'encontre un peu de la chercheuse qui dit que la médecine traditionnelle, naturelle est dépendante de la médecine moderne. Moi, je dis non. Parce que j'ai connu ma grand-mère. Il suffisait que tu aies la fièvre jaune. Elle regarde le fond de tes yeux, la couleur, elle regarde tes paumes de main ou bien tes ongles. Elle faisait un diagnostic sur ta maladie. Que ce soit la rate, que ce soit la bronchite. Rien que ta façon de respirer, ma grand-mère détectait que c'est elle. Elle ne tâtonnait pas et elle faisait simplement de l'herbe ou alors des coctions. Ça veut dire que celle qui est experte, une médecine naturelle qui est experte n'a pas besoin de tâtonner ou pas besoin des résultats de la médecine moderne. C'était ça ma contribution. Merci. Docteur Ngikui, justement par rapport aux réactions, pourquoi cette course vers les vaccins? Alors, les vaccins, c'est dans une démarche purement scientifique parce qu'il y a un virus qui est en cause. Et pour pallier contre le virus, la meilleure solution, c'est, d'après la démarche scientifique, c'est le vaccin. Donc, de prévenir. Et évidemment, le vaccin vient apporter des molécules à l'organisme pour lutter contre une attaque virale. Donc, le plus simplement dit, le vaccin a sa place. Donc, oui, et maintenant, pourquoi alors, vous avez expliqué tout à l'heure le procédé. Quand on lit rapidement, on va prendre... Allô, bonjour. Good morning. Good morning, sir. Your name, please. Christophe from Pekadis. Okay, Christophe, we are listening. Yes, my question here is, today the modern medicine or the procedure is talking about procedures to avoid intoxication or to avoid that the composition of the traditional medicine is toxic. My question is, why was this not a problem in the days of our grandparents when they were using? How many people were dying because of the toxicity of the drug, or how many people were dying because of either overdose? Ok. La toxicité des produits, pourquoi aujourd'hui on n'en parle? Oui, docteur Akami. Yeah, thank you for the questions. I think you are right talking about the toxicity right now. What we are saying is not about because the traditional medicines that we are taking or that we are recommending to people right now is toxic. It's just about the dosages. Even in our in the old time with our parents, I'm very sure that they always take into considerations the dosages that they give to the patients. You cannot beg like a child, like a 5-year-old child or a 12-year-old child. They give you like the same amount or the same compositions of the medicine. That is why right now the reasons of the reluctance
reluctance, most of the reasons of the reluctance of our populations to the traditional medicines is about the dosages. We don't know which amount of the medicines that we give to the patients according to their weight, according to their size, according to their physiological state. That is why we are bringing to the light an approach, a scientific approach, to associate with these traditional healers in such a way that the medicines that we give to the populations take into considerations the weight and also the ages of patients. Alors, docteur Guy Kuissevi, vous organisez le 13 mai 2021, donc bientôt là, un café scientifique à l'université de Douala. Ce sera donc à l'amphi Mélonnet, pour ceux qui sont habitués du campus là-bas. Et puis ce sera à 9h30, 12h30. De quoi il s'agit? Parlez-nous de ça. Oui, merci Eric. Le 12 mai 2021, exactement, l'université de Douala. C'est le 12 mai ou le 13 mai? 12 mai. 12 mai. 13 mai de temps pour moi, merci. D'accord. Le 13 mai 2021, l'université de Douala organise un café scientifique porté par le doyen de la faculté de sciences, le professeur Marie-Joseph Tamagnida, et le département de biochimie chapeauté par le professeur Rosalie Annie Gonongane. Donc vous avez ce jour-là un panel de communicateurs, professeurs et professionnels de la médecine traditionnelle qui viendront vous édifier sur l'opportunité, la question du vaccin et l'opportunité de la médecine traditionnelle dans la gestion de cette pandémie. Donc on aura environ 9 communications, alors très intéressantes, qui au sorti de là nous apporteront beaucoup de retombées. Oui, donc sur les communications par exemple, nous avons ici la pandémie de la Covid-19 dans le contexte de sécurité sanitaire mondiale et analyse comparée des communications populaires autour du vaccin anti-Covid-19. Dr Zeko Folifakeri qui sera évidemment là pour cette communication, épidémiologie de la pathologie du Covid-19 au Cameroun et approche vaccinale, professeur Assamassa Jean-Paul, réponse immunologique face au Covid-19 et les possibles raisons de la résurgence, de la résilience de l'Afrique face au Covid, du docteur Tamge Ousmane qui nous a écouté, il nous a fait un petit message ce matin pour vous féliciter, d'ailleurs vous ses collègues. Il y a le mécanisme d'échappement de l'hôte face à l'infection virale, docteur Noah Bouéné Alexandre, phytothérapie et prise en charge de la Covid-19 de professeur Chamini Sévérin, installation d'une chaîne mixte de production d'actifs végétaux fonctionnels pour la prise en charge des patients infectés du Covid-19. C'est vous, hein, docteur Guy Sylvie, qui ferait cela, et puis d'autres rencontres, d'autres communications encore. C'est important. C'est aussi le rôle des aliments dans la prise en charge de la Covid-19, docteur Eitundi Sapé Blanche, et puis l'eau alcaline et prévention contre la Covid-19 de monsieur Tanque Christophe. Donc voilà, évidemment, vous avez dit que Dr Tadon sera aussi là. Effectivement. Et d'autres naturopathes. Des personnes qui ont été invitées. Oui, tout à fait. Donc comment on fait? Vous avez tout le monde, c'est grand public, tout le monde vient Oui, c'est ouvert puisque c'est à l'amphi Mélonnet. Donc c'est le moment où l'université va donner sa touche particulière dans la gestion de cette pandémie. D'accord, les scientifiques justement qui se mettent en place. Voilà monsieur, c'est avec cela qu'on va s'arrêter ce matin. Merci infiniment à tous et à chacun d'avoir été encore là pour ce rendez-vous du savoir sur Radio Equinox. Rendez-vous demain 6h. Que Dieu bénisse au Cameroun. Bonjour chez vous. Information et divertissement. Entre 6h et 9h.